très heureux de pouvoir animer cette table ronde sur les données de l'éducation et permettre à tous ceux qui l'utilisent d'être éduqués aux données. Avec moi, je vais vous laisser vous présenter, avant mon petit pitch introductif, les 4 panélistes pour cette conférence plénière. Je vous en prie. Et donc d'abord, Jennifer Elbaz. Bonjour à tous. Là, comme ça, oui, voilà, ça fonctionne, pardon. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Elbaz et je travaille à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et je suis chef du service sensibilisation, parce qu'à la CNIL, on va vers les publics, et donc je m'occupe de cette unité. Donc, bonjour à tous, je suis Gwen Cognard, je suis directrice pédagogique chez l'éditeur Cabri Mascotte. Et donc du coup, on va parler des données dans des cas d'usage spécifiques autour de la pédagogie. Bonjour à tous, moi je suis Muriel Poisson, je travaille à l'UNESCO, un institut spécialisé de l'UNESCO qui s'appelle l'IPE, l'Institut international de planification de l'éducation, qui est un institut qui donne un appui au ministère de l'Éducation dans le monde sur toutes les questions liées à la planification, la gestion, le financement. Et je travaille depuis des années sur les questions de transparence, redevabilité dans le secteur de l'éducation et plus spécialement sur les questions de données ouvertes au cours de ces dernières années. Bonjour, Muriel Lavelle-Cassano, je travaille au sein du ministère de l'Éducation nationale, plus spécifiquement au sein de l'équipe de l'administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources, et en particulier dans le domaine de l'ouverture des données du ministère, des opérateurs, des régions académiques, etc. Merci. Alors, c'est quoi les données de l'éducation nationale? Les données de l'éducation nationale, c'est d'abord plus de 1 300 000 enseignants et non-enseignants, c'est 20 millions par an, et c'est surtout 13 millions d'élèves, c'est 36 000 écoles, 7 000 collèges et lycées, c'est tout ce qu'on enseigne dans ces établissements, les spécialités. Ce sont autant de parcours, vous avez compris, des parcours de formation et donc des histoires. Donc derrière chaque donnée, il y a des élèves qui réussissent et parfois qui sont en échec. Et c'est à nous, avec l'ensemble des partenaires, ce n'est pas les données du ministère, mais bien de l'Éducation nationale, d'en faire quelque chose pour améliorer le service public. Donc, dans le cadre de cette conférence, on voulait surtout croiser les regards de la recherche, de la régulation, de la pédagogie, des EdTech, pour repenser et réfléchir ensemble à la place de la donnée publique et protégée dans l'éducation et la société. Alors on parle d'IA générative, on parle d'algorithmes de recommandation, où ces données redéfinissent en fait le rapport à la réalité, à l'éducation, mais aussi à la réalité et aux autres. Et elle nous interroge, et elle interroge un enjeu central qui est comment faire de cette donnée une donnée de confiance, de discernement, d'émancipation et de citoyenneté numérique et de citoyenneté tout court et de pertinence pour la protection et porteuse de valeurs. On a voulu que cette conférence passe en 4 étapes. Et on parlait de données protégées, on l'a transformé, on a dit, pour cette premier thème, c'est la donnée protectrice, confiance, vie privée et citoyenneté. Et je vais commencer par interroger Muriel Poisson. Muriel Poisson, vous observez des politiques à travers le monde sur les données ouvertes, sur l'école, et des politiques très diverses. Quel lien, selon vous, quel lien vous faites entre ces politiques et la promotion de la confiance et de la citoyenneté numérique? Donc voilà, donc juste pour vous situer, nous on a travaillé effectivement sur cette question des données ouvertes sur l'école, pas simplement dans le contexte français, mais au niveau international, et on a essayé de regarder voilà, comment cette thématique elle évolue dans différentes régions du monde.
Et donc si on regarde, c'est surtout à partir des années 90 qu'on a commencé à publier des données, des indicateurs sur chacune des écoles dans un certain nombre de pays. Mais c'est surtout à partir de 2005 et à nouveau à partir de 2015 qu'il y a eu une grande accélération de la publication des données, notamment donc, au niveau des agrégés des établissements scolaires. Donc on a essayé de regarder un peu les facteurs qu'il y a derrière. On a vu 4 types de facteurs principaux. Il y en a un, bien sûr, c'est la révolution des données, qui fait que c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de partager des données de manière directe, efficace, avec un grand public en utilisant différents types d'outils. Mais il y a une deuxième dimension qui est très importante, c'est aussi une approche démocratique dans le partage de l'information, avec derrière une demande accrue de citoyenneté, de démocratie, de participation citoyenne. Et puis il y a 2 autres tendances derrière, l'une qui est aussi de demander davantage de comptes aussi, quelque part, de reddition de comptes des autorités publiques, y compris les autorités scolaires. Et puis aussi il y a une évolution plus générale sur un accent mis sur l'évaluation et la performance du secteur public. Et donc cette évolution, elle est liée, par exemple, dans beaucoup de pays, à l'adoption de lois sur l'accès du public à l'information et l'accès des citoyens à l'information, souvent prises à un niveau général, pas spécifiquement pour le secteur de l'éducation, mais qui s'appliquent aussi au secteur de l'éducation et qui font qu'il y a de plus en plus de pays qui publient ces données. Il y a un rapport, par exemple, de l'UNESCO qui a été publié sur les lois sur la liberté d'information. Il n'y avait que 13 pays qui avaient adopté ce type de loi dans les années 90. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de pays. Et donc, dans le secteur de l'éducation, ça se traduit notamment par un plus grand nombre de données, d'accessibilité aux données et à l'information des citoyens, dans un contexte de démocratisation, dans un contexte aussi de décentralisation à différents niveaux du système, décentralisé aussi au niveau des établissements scolaires, en mettant quelque part un peu en demeure les autorités éducatives de publier davantage de données, davantage d'informations et d'encourager la participation sur cette base. Merci. Du coup, pour la CNIL, Jennifer Elbaz, pour nos élèves, mais particulièrement pour les adolescents, il y a des données partout. Hein, ce sont eux-mêmes des données en vie. Pourquoi et comment la CNIL intervient pour accompagner ses élèves ? Alors pourquoi est-ce qu'on intervient pour accompagner les élèves ? Tout simplement parce que nous avons tous des droits sur nos données personnelles à partir du moment où nous naissons jusqu'à notre mort. Est-ce que là, dans cette salle, levez la main d'abord ceux qui le savaient. Est-ce que levez la main ceux qui étaient au courant que vous aviez des droits sur vos données personnelles ? Merci. Bon, vous trichez, on est Educatech, mais enfin quand même. Et d'autre part, est-ce que vous connaissez les droits que vous avez ? Est-ce que vous êtes en possibilité de citer les droits que vous avez ? Et troisième chose, est-ce que vous savez comment les exercer ? Levez la main ceux qui savent exercer leurs droits sur les données personnelles. Voilà. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a un devoir d'information. Ça fait partie des 4 missions de la CNIL que sont donc l'information. C'est ce que l'on fait au service de sensibilisation. On a aussi une mission de contrôle et de sanction que certains peuvent connaître. On a également une mission d'anticipation et surtout, on a une mission d'accompagnement des structures privées et publiques pour être conformes à la loi et au règlement général de la protection des données. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce que l'enjeu d'information, en fait, c'est un enjeu citoyen et démocratique. Quand on prend des décisions qui ne sont pas éclairées par l'information qu'on pourrait avoir en amont, forcément, ça donne des choix qui sont justement pas éclairés. Donc l'idée, c'est d'essayer de diffuser ces principes. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, que ce soit pour les enfants, les primaires ou bien les adolescents, comme Philippe vient de le suggérer, en fait, on se pose la question des pratiques des citoyens, donc des pratiques des enfants et des adolescents, de comment est-ce qu'ils utilisent les appareils et surtout les services en ligne, comment ils sont identifiés, est-ce qu'ils ont conscience du portrait qui est fait d'eux quand ils naviguent, parce que chaque clic compte et chaque clic va motiver l'information que nous allons recevoir.
Donc, on a produit un certain nombre de ressources pédagogiques nous-mêmes. On a fait, pour les enfants en primaire, on a fait des dessins animés, un jeu de cartes, un livret pour les enseignants, un livret pour les parents. On essaye d'accompagner de manière systémique, en fait, les cibles. Et pour les adolescents, on s'est adapté à l'âge des adolescents, puisqu'on est allé voir 130 ados avec qui on a discuté pendant plus d'une demi-heure pour comprendre vraiment précisément où ils se situaient. On a interrogé aussi les parents pour comprendre quels étaient les enjeux pour eux, parce que c'est pas évident d'être parent aujourd'hui. La parentalité numérique vient en plus de tous les aspects de la parentalité. Et on s'est rendu compte finalement que c'est pas seulement d'être informé quand on est parent, et c'est déjà pas à la portée de tout le monde, d'être informé sur les sujets du numérique, c'est aussi d'avoir la disponibilité pour en parler avec ses enfants. Donc raison pour laquelle on a publié un manga il y a quelques semaines. On a fait aussi une carte qui s'appelle Un océan de données, où on a essayé de représenter l'expérience numérique, parce que c'est valable pour les ados, c'est valable aussi pour les adultes, mais on s'est rendu compte que c'est encore plus prégnant chez les mineurs. Ce qu'on ne voit pas, toute la matérialité d'Internet n'existe pas. Or, évidemment, et on le voit pour le coup, nous, ici, aujourd'hui, on voit bien la matérialité et les personnes qui travaillent pour qu'on puisse avoir des services en ligne. On a essayé de représenter ça et de faire d'Internet, de l'expérience numérique, une expérience positive et optimiste, tout en mettant en place quelques garde-fous pour que ça se passe bien et de pouvoir protéger sa vie privée. Alors c'est intéressant parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle, il aurait fallu faire une nouvelle série de questions. Est-ce que vous êtes au courant de toutes les ressources qui sont produites par la CNIL ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Jennifer après cette conférence. Mais en tout cas, nous, on n'était pas au courant de tout ça avant la préparation, mais il y avait des choses qui vont arriver et peut-être que tu vas les évoquer. Gwen Cognard, c'est important pour le ministère et pour l'ADNE que les EdTech soient présentes. Vous êtes des partenaires, vous travaillez beaucoup sur les traces d'usage, d'apprentissage. On aura une question sur cela. Mais ma première question pour les EdTech, les sociétés sur le numérique éducatif, c'est quoi le positionnement des EdTech d'une façon générale et sur l'utilisation et les finalités des données d'apprentissage? Effectivement, il y a une différence vraiment fondamentale entre comment fonctionnent les EdTech, donc les entreprises du numérique éducatif, et les grands acteurs du numérique qu'on connaît tous. Le modèle pour les grands acteurs du numérique, c'est de fonctionner beaucoup autour de la publicité et du courtage de la donnée. Côté EdTech, notre modèle, c'est de proposer des services numériques, des services pédagogiques. Et pour le coup, la donnée, nous, c'est un outil pour pouvoir proposer ces fameux services pédagogiques pertinents et adaptés aux besoins des enseignants et des élèves. Et ça change vraiment la situation, ça change tout. On peut, dans ces cas-là, bâtir des services numériques avec le concept de privacy by design, dans l'idée de proposer des services où la protection de la donnée est à la base de la conception de nos services. Et dans ces cas-là, la donnée ne devient plus un risque, mais peut vraiment être envisagée comme une donnée à la fois protégée, potentiellement protectrice. Et la protection de la donnée n'est plus pour nous une contrainte qu'on met à la fin, quand on veut rendre disponibles nos services numériques, donc par exemple en respectant le RGPD ou bien en étant accessible via le GAR, mais c'est un fondement éthique dans la conception de nos services numériques. C'était important de rappeler, je pense, cette double protection et cette opportunité, justement parce que les données sont protégées, des actions menées par les EdTech et par le gestionnaire d'accès aux ressources, qui est proposé par le ministère et l'ADNE, la Direction numérique pour l'éducation, qui donc permet à chacun de pouvoir utiliser vos services, vos outils, tout en étant dans un identifiant opaque. Donc vous ne savez pas qui les utilise, vous savez que c'est bien un établissement et c'est bien des professeurs et des élèves, mais vous ne savez pas qui c'est. À la limite,
ça ne vous pose pas de problème parce que ça fonctionne quand même. Tout à fait. On fait en sorte que les données soient derrière, qu'on puisse vraiment utiliser les données. On n'a pas besoin de savoir qui est derrière, vraiment. Alors Muriel Lavelle-Cassano, le ministère mène une politique qui croit justement sécurité, transparence et innovation. Comment vous rendez cette politique lisible et compréhensible pour l'écosystème de l'éducation nationale et pour le grand public d'une façon générale? Eh bien, ça tient en peu de mots. Open Data, c'est l'ouverture de la donnée. Depuis la loi pour une république numérique de 2016, toutes les administrations publiques sont obligées d'ouvrir leurs données, alors en respectant évidemment un cadre juridique, notamment la protection des données personnelles, mais oblige les administrations à ouvrir leurs données au grand public parce que l'open data a plusieurs vertus. D'abord une vertu citoyenne, celle de la transparence. Une vertu économique, l'ouverture des données publiques permet la création de valeur ajoutée. Et une vertu éducative aussi, surtout dans notre domaine, le domaine pédagogique. Ces données peuvent être réutilisées par les élèves et les enseignants dans le cadre des cours. On a, depuis 2021 en particulier, développé une offre de jeux de données, mais aussi de data visualisation via la plateforme data.education.gouv, sur laquelle tout à chacun peut aller et récupérer des données. Aujourd'hui, c'est 250 jeux de données qui sont ouvertes et librement accessibles, réutilisables et redistribuables. C'est 500 000 utilisateurs uniques par an, des millions d'appels API, parce que ces données ouvertes peuvent être récupérées non seulement par téléchargement, mais également par appel API. Donc c'est le grand effort de ces dernières années dans le domaine des données de l'éducation. Donc une donnée qui soit mise à disposition, accessible, qui soit compréhensible par tous, qui soit utile et utilisée. En tout cas, on a envie d'aller sur data.education.gouv.fr, ça c'est sûr. Merci. Alors justement, on passe maintenant à une donnée apprenante, un levier pour la pédagogie. Et je vais commencer par vous, Gwen Cognard. Vous développez des outils qui s'appuient sur les traces d'apprentissage, on l'a dit et vous l'avez bien expliqué. Mais c'est quoi la valeur pédagogique concrète qu'apportent ces données ? Effectivement, en fait, on propose des services, des solutions numériques et l'enjeu, et je sais que c'est un enjeu qui est porté par de nombreux acteurs de la filière, c'est un enjeu qui est cher notamment auprès de la FINEF, qui est de proposer des outils, véritablement, d'outiller l'enseignant dans son quotidien. Et donc, la donnée est une des façons de pouvoir outiller l'enseignant. Pourquoi ? Parce que côté enseignant, la donnée peut vraiment être un levier de pilotage. Deux exemples. On peut, par exemple, grâce aux données numériques, rendre l'invisible visible. Il y a des informations que l'enseignant n'aurait pas et que, grâce au numérique, il peut y accéder. Combien de temps l'élève a passé sur cet exercice ? Est-ce qu'il a osé, essayé, faire des essais ? Faire des erreurs, etc., manipuler des objets, et tout ça, c'est des données que sinon l'enseignant n'aurait pas. Et donc, on peut rendre disponible grâce aux services numériques via des tableaux de bord. Le deuxième exemple pour l'enseignant, c'est de lui permettre de différencier. On a du coup des données qu'on peut venir agréger dans des tableaux de bord pour lui permettre d'avoir une vision peut-être globale sur le positionnement de sa classe par rapport à une compétence donnée, mais aussi il peut identifier par exemple qu'un élève rencontre des difficultés sur une compétence mais pas sur une autre. Léo par exemple a des difficultés sur la soustraction mais pas sur l'addition, et donc on va pouvoir se focaliser sur les difficultés spécifiques de cet élève.
Le défi qu'il y a derrière ça, c'est de proposer des solutions qui sont faciles à utiliser et qui ne sont pas en fait une charge mentale supplémentaire pour l'enseignant, qui en a déjà beaucoup, et de proposer des interfaces suffisamment ergonomiques, faciles d'utilisation, pour éviter d'avoir des espèces de tableaux de bord monstrueux avec des cockpits d'Airbus A380, d'avoir vraiment quelque chose de très facile à utiliser pour pouvoir rentrer dedans plus rapidement, le plus rapidement possible, et que le numérique soit vraiment ici une aide et un outil. Donc ça, c'est côté enseignant, et bien évidemment, on voit se dessiner tous les avantages pour l'élève, qui est vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte que les élèves progressent, notamment grâce au numérique, et la donnée peut véritablement être un levier de personnalisation, mais aussi d'autonomie. Quand l'élève utilise un service numérique, il peut bénéficier de feedback relativement immédiats, dans lesquels on va pouvoir lui indiquer, le feedback de base, c'est réponse correcte, réponse incorrecte, mais on peut vraiment aller lui proposer des feedbacks extrêmement riches, et notamment des feedbacks dans lesquels l'élève va pouvoir manipuler, expérimenter, rentrer dans un micro-ondes et en fait vivre un peu les activités pédagogiques qui lui sont proposées. On peut adapter les parcours aux élèves. Si un élève est en grande difficulté sur une compétence, on va pouvoir lui proposer des parcours d'activités adaptés. S'il est en grande réussite sur une autre compétence, on va pouvoir lui proposer des défis supplémentaires. Et les bénéfices sont pour les enseignants, pour les parents, mais on peut aussi envisager plein d'autres publics, comme les parents d'élèves, les institutions, etc. Donc la donnée est vraiment au cœur des services numériques qu'on propose. C'est très intéressant, et on voit tout l'apport, l'histoire du tableau de bord pour le prof qui lui fait gagner du temps. Je pense que là, tout le monde visualise. Mais du coup, là, on a l'exemple de données qui sont récupérées, qui sont qualifiées, qui servent. Muriel Laval-Cassano, vous avez parlé de 250 jeux de données, plus de 250 jeux de données, mais c'est comment ils sont ces jeux de données? Vous les récupérez comment? Est-ce qu'il y a un travail sur la qualité de ce que vous mettez à disposition? Comment ça se passe exactement? Ah oui, il y a un énorme travail sur la qualité. Alors c'est un travail qui est mené par le producteur de la donnée essentiellement, qui nous offre des jeux de données que l'on publie, mais elles ne sont pas toujours 100% fiables, et il y a vraiment un cercle vertueux entre la qualité et la réutilisation. Plus une donnée est de qualité, plus elle va être réutilisée. Plus elle est réutilisée, plus elle sera de qualité. En effet, l'usager qui utilise la donnée va lui-même être juge de la qualité de ces données. Et il est très, très régulier que sur la plateforme dataeducation.gouv, on ait des retours d'usagers, que ce soit des collectivités, des data journalistes, des chercheurs, des parents, des élèves, qui nous disent « Attendez, là, ici, il faut mettre à jour l'adresse de mon établissement, c'est plus celle-ci. » Ou il faut modifier cette donnée parce qu'il me semble qu'il y a une erreur. Ça, c'est très important. Juste quelques secondes, je vais vous citer un exemple personnel. Donc, je ne suis personne. Mon fils est candidat dans Parcoursup. Il veut faire une classe préparatoire grandes écoles. Et on vient donc ça, c'est sous mon autre casquette, pas celle de maman, mais celle d'AMDAC adjointe. Voilà, il veut savoir dans quelle classe préparatoire aux grandes écoles il y a le plus de places en internat, parce qu'il rêve d'aller en internat ouverte. Et donc, j'ouvre les données Parcoursup qu'on publie tous les ans, à peu près vers le mois de janvier. Donc, toutes les données de tous les élèves, où est-ce qu'ils ont candidaté, où est-ce qu'ils ont été reçus, etc. Et là, je constate que le nombre d'internes, c'est rigoureusement le double du nombre d'étudiants qui ont été retenus dans la formation. Donc, je crois que c'était le deuxième jour d'ouverture des données. Donc, j'ai écrit sur la plateforme en disant il me semble qu'il y a une coquille, et ça a été rectifié dans les 24 heures. Plus un jeu de données est de qualité, plus il va être utilisé, et plus il est utilisé, et plus il sera de qualité.
C'est intéressant de voir cette synergie, cette économie collective pour l'amélioration des données ouvertes. Et justement, donc ça milite pour qu'on publie, même si ce n'est pas totalement précis et toujours précis. Il faut juste le préciser, il faut être transparent par rapport à ça. Exactement. L'erreur, elle peut être partout. Et donc, il faut que les usagers se mobilisent aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Alors justement, à l'international, il y a beaucoup on voit apparaître de plus en plus de résultats de l'apprentissage qui sont exposés. Avez-vous, Muriel Poisson, un exemple à partager démontrant l'utilisation de ces données pour promouvoir justement l'innovation pédagogique? Donc, il y a un exemple que je voulais partager avec vous, qui est l'exemple de l'Australie. Quand on a développé toute cette recherche sur les questions de données ouvertes sur l'école, ça fait quelques années maintenant, c'était un des pays qui était un peu leader sur le sujet et qui avait développé au niveau fédéral une plateforme qui ressemble un peu à la plateforme française aujourd'hui de data.gouv.fr. Et sur cette plateforme, il y a plein d'informations qui étaient produites, y compris sur les résultats d'apprentissage des élèves. Et c'était le fruit d'une collaboration entre le niveau fédéral et chacun des États australiens. Et donc nous, on a organisé une visite d'études en Australie avec les autorités fédérales qui avaient mis en place ce système. Et on a invité plusieurs pays de l'Asie-Pacifique à venir voir le modèle australien et à discuter du modèle australien. Et donc, ils nous ont emmenés dans quelques écoles australiennes et ils nous ont montré comment, dans certains établissements scolaires, en tous les cas, ils avaient développé ce qu'on appelle un data wall, c'est-à-dire un mur dans l'école où on avait fait figurer les données de l'école, les données classe par classe, discipline par discipline, d'une manière symbolisée avec des couleurs, pas un tableau de chiffres difficile à comprendre, à déchiffrer, mais avec un peu des tendances, système de comparaison, etc. Et de manière ouverte au milieu de l'école, tout le monde pouvait y avoir accès. Et on a eu une discussion, par exemple, avec l'équipe pédagogique, notamment des enseignants, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ils se réunissaient, comment ils utilisaient les données de la manière dont elles étaient partagées de cette manière-là, comment ça avait une influence sur les projets pédagogiques, les innovations pédagogiques qu'ils mettaient en place. Toutes les précautions aussi qu'il faut mettre là-dedans, parce qu'on sait bien que les comparaisons en matière de données, ça peut mener des fois à des interprétations très erronées à l'intérieur d'un établissement, mais aussi un établissement qui se compare à d'autres établissements qui peuvent être très différents, et donc de tenir en compte tout un tas de facteurs. Dans le cas de l'Australie, par exemple, ils avaient mis en place un indicateur socio-économique de manière à ce que les écoles se comparent à d'autres écoles qui avaient des profils relativement similaires, de manière à ne pas induire d'erreurs aussi, d'interprétation trop erronées, de comparaison par rapport à des moyennes qui ne veulent pas dire grand-chose, mais de mettre un peu, pas au centre de l'école, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui fonctionnent, mais de prendre en compte dans le fonctionnement de l'école ces différents jeux de données. Après, nous, on a réalisé une enquête dans différents pays, y compris en Australie, pour avoir l'opinion des usagers, justement, de ces données au niveau des établissements, y compris des chefs d'établissement et des enseignants. Par exemple, dans le cas de l'Australie, ils ont considéré que c'était très utile, mais en même temps, ils étaient très précautionneux de dire, attention, bien sûr, notre école, elle ne doit pas être réduite à ce jeu de données qui est partagé avec nous. La complexité du fonctionnement d'un établissement, de l'apprentissage pédagogique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc attention de ne pas réduire ce qu'on est en train de réaliser au sein de l'établissement à ces données, mais en même temps, oui, utiliser et être mieux formé à l'utilisation de ces données pour, dans le long terme, changer un certain nombre de pratiques pédagogiques. Ça, c'est au niveau des établissements scolaires. Au niveau plus général d'un pays, ça veut dire aussi avoir, et on reviendra je pense là-dessus, mais un peu toute une formation aussi aux données, à la compréhension des données, et aussi essayer de faire en sorte qu'on ait une approche positive des données et notamment qu'on mette plutôt l'accent sur les progrès, sur les réalisations, plutôt que là où il y a le plus de difficultés, où ça fonctionne moins bien. Et plutôt aller dans le sens de l'encouragement des évolutions positives comme système d'incitation pour le reste du système. C'est intéressant parce qu'on comprend qu'il faut contextualiser la donnée, même macro, parce qu'il faut rappeler un petit peu les enjeux sur cette donnée. Et en fait, de la même façon, avec l'exemple qui a été évoqué par Gwen Cognard, c'est
on doit aussi contextualiser la donnée pour l'élève lui-même, parce que est-ce que une donnée c'est un fait à un moment, mais est-ce que c'est le matin, s'il avait dormi, est-ce qu'il était malade, est-ce que c'était l'après-midi, est-ce que c'est un exercice sans contrainte, est-ce que c'est un contrôle? Donc tout ça c'est important. Et d'ailleurs Jennifer Elbaz, justement toutes ces traces d'apprentissage, ça peut révéler des comportements très intimes de l'élève, et on voudrait, je pense que je ne suis pas le seul à vouloir savoir quelles sont les limites à apporter dans la collecte et l'utilisation de ces données. Alors, je voudrais rappeler à tout le monde qu'on a une petite limite légale qui existe en France, en Europe et dans le monde. Mais bon, nous, on va se focaliser sur le sujet français. Donc la limite légale, elle est imposée par la loi informatique et liberté et par le RGPD. Mais au-delà de cette contrainte légale, effectivement, ça pose pas mal de questions, cette collecte et cette interprétation. Le RIA vient aussi compléter cet arsenal législatif parce que maintenant on a des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Le RIA, peut-être pour les personnes qui ne sont pas au fait, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle, donc une réglementation au niveau européen. Okay. Bien sûr. Pardon, désolé. En fait, à partir du moment où on collecte une information, de la collecte à sa destruction, la donnée va vivre plein d'aventures, sauf que les données, notamment les données personnelles, ce ne sont pas des données qui sont déconnectées de la vie des gens, non, au contraire. Les données personnelles, ce sont les données sur les gens, donc ça concerne les personnes. C'est important de le garder en tête. Pourquoi ? Parce qu'entre la collecte et la destruction, il peut arriver plein de choses aux informations sur les personnes. Elles peuvent être hackées. Je pense que chaque jour, si vous vous tenez informé sur ces sujets-là, vous voyez qu'on a un problème de fuite de données. Ce qu'on peut aussi se poser comme question, c'est l'interprétation qui est faite des données. À quoi qu'est-ce que ça peut servir ? Est-ce que ça sert à un projet politique ? Est-ce que ça sert à un projet économique ou est-ce que ça sert à un projet pédagogique ? Et je pense qu'on ne peut pas décorréler en fait tous ces sujets-là et toutes ces questions parce que il se trouve que justement la CNIL, elle est née comment ? La CNIL est née d'un projet politique de créer un fichier, un méga fichier qui permettrait d'identifier tous les Français et qui permettrait de mieux administrer entre guillemets la vie des Français. Sauf qu'on est une génération après la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous rappelle juste que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a identifié les personnes pour des raisons de leur orientation sexuelle, des raisons religieuses. Merci beaucoup, pardon. Des raisons religieuses. Donc l'orientation sexuelle, l'opinion politique, la raison religieuse, l'appartenance ethnique et le critère de santé. Donc n'oublions pas, on est en 2025, le temps a passé. Mais regardons ce qui se passe dans certains pays. Cette question-là de l'interprétation qu'on peut faire des données, elle se pose dès la collecte. J'insiste là-dessus. Et puis la question sous-jacente à tout ça, c'est le shadow IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien des éditeurs et des produits qui respectent les lois, et notamment, je pense, au dispositif du GAR ou au SDET également. Donc on a des entreprises qui se conforment. Mais on peut aussi avoir des utilisations dans les classes de produits qui ne sont pas dans ces dispositifs-là. Et ça pose un certain nombre de questions par rapport au modèle économique, par rapport aux données qui sont collectées, comment est-ce qu'elles sont exploitées, où est-ce qu'elles transitent, qui a accès à ces informations, est-ce que les personnes peuvent exercer leurs droits, sont-elles informées des droits qu'elles peuvent exercer. Voilà. Donc, ça vous met dans un état d'émotion, on le voit, et je voudrais vous rassurer quand même sur une partie de ce qu'on maîtrise, parce que le shadow IT c'est plus compliqué, mais notamment sur les partenariats d'innovation en intelligence artificielle, qu'on a d'ailleurs fait valider avec la CNIL. À l'époque, ça s'appelait le PIEP, ça ne s'appelait pas le LINC, donc le labo de recherche de la CNIL. On a un système et qu'on va reproduire pour les partenariats d'innovation en intelligence artificielle cycle 3, donc CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, pour justement l'apprentissage du français, des mathématiques et des langues vivantes qu'on vient de notifier donc cet été.
il y a un système de collecte pour faire des tableaux de bord, mais une fois qu'on a le résultat qui est affiché, les données sont anonymisées par les recommandations sur la base des recommandations de la CNIL. Donc c'était important de le préciser, mais ça ne masque pas la réalité du Shadow IT. Donc justement, on a parlé beaucoup de données ouvertes maintenant et on voulait savoir, enfin moi je voulais savoir comment ces données publiques pouvaient devenir une valeur, une ouverture, une valeur partagée, mais aussi un bien commun. Alors Muriel, data.education.gouv.fr semble incarner une politique d'ouverture inédite. Bon, ça c'est moi qui écris la question, donc c'est normal, je fais un peu de la pub. Mais alors, la réalité, c'est quoi les avancées concrètes pour notre communauté éducative, pour l'écosystème de l'éducation ? Alors en particulier, on a pensé aux usagers tels que les parents. Je vous en disais 2 mots tout à l'heure. Les parents, les élèves, les enseignants, c'est une véritable avancée parce que ils peuvent s'informer très rapidement en quelques clics. Des élèves peuvent s'informer sur les résultats au diplôme de leur établissement. Les parents sur les enseignements de spécialité, le volume offert d'enseignements de spécialité, de langue par exemple. Ça aide aussi les enseignants à conseiller en orientation, puisque grâce à une nouvelle offre de services, notamment Trouve ton établissement, on a cumulé et exposé un très très grand nombre de données sur chaque établissement qui permettent à la communauté éducative de guider les élèves au mieux. C'est intéressant. Donc, au-delà des jeux de données, des mini-services comme Trouvez votre établissement, Gwen Cognard, à partir de votre expérience EdTech, mais de votre société, comment les données ouvertes peuvent-elles nourrir une innovation partagée entre acteurs publics et privés ? Est-ce que c'est possible d'ailleurs ? On essaye. Les données ouvertes sont généralement utilisées, quand nous on les utilise, elles sont souvent utilisées de trois façons. D'abord pour des besoins de recherche, ensuite pour des besoins d'interopérabilité et enfin pour éventuellement l'analyse des usages. Vous avez parlé des partenariats d'innovation intelligence artificielle. Effectivement, c'est un bon cadre de partenariat entre différentes structures, différents services, et notamment dans les partenariats d'innovation, il y a beaucoup d'acteurs de la recherche scientifique qui sont embarqués dans le sujet. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir collaborer tous ensemble. À la fois, nous, EdTech, où on utilise les données pour outiller l'enseignant, mais également les chercheurs en didactique des mathématiques, en sciences cognitives, en neurosciences, en intelligence artificielle, sont intéressés aussi à utiliser cette donnée pour les besoins de recherche. La deuxième chose, donc autour de l'interopérabilité, ça permet aussi aux enseignants de pouvoir utiliser plusieurs outils et de faire communiquer les outils les uns avec les autres. Par exemple, un enseignant qui a l'habitude d'utiliser Moodle peut être intéressé à utiliser un de nos outils, par exemple dans la plateforme Tactileo, et grâce à des systèmes d'interopérabilité, il va pouvoir utiliser les deux, continuer à utiliser ses outils habituels et bénéficier de l'ensemble des outils disponibles dans la salle de classe. Et enfin, sur l'analyse des usages, de permettre aussi de se rendre compte de comment comment les systèmes sont utilisés et de se rendre compte s'il y a réellement des usages. Comment on traite ces sujets-là ? Déjà, il faut qu'on ait confiance dans la donnée. Et vous en parliez tout à l'heure, l'anonymisation extrêmement importante, mais une anonymisation particulièrement rigoureuse. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et côté technique, on parlait d'interopérabilité, mais pour que les systèmes puissent communiquer ensemble, il faut qu'il y ait un langage commun. Et donc, tout l'intérêt derrière, c'est de pouvoir sélectionner ce langage commun. Et on travaille notamment beaucoup avec le ministère pour
échanger de l'information exactement de la même façon. Par exemple, l'un des standards d'interopérabilité qui peut être utilisé, c'est XAPI, qui est un standard extrêmement simple, et il faut juste qu'on se mette d'accord sur la façon dont on présente les informations, comment on les présente et comment on les échange. D'accord. C'est important de rappeler ce travail sur le cadre d'interopérabilité qui sert pas uniquement, c'est pas un cadre uniquement qui a vocation à s'imposer au EdTech de façon type oukase, hein. C'est vraiment un travail commun qu'on a réalisé. Et c'est intéressant parce que vous évoquez XAPI et ce cadre d'interopérabilité. Et l'idée pour nous, hein, pour le ministère comme les tech, c'est d'imposer ce cadre, par contre au niveau européen. Et donc on est aussi à un travail d'évangélisation, d'interopérabilité, de commun au niveau européen et pourquoi pas au niveau mondial. En tout cas, on s'efforce d'aller dans cette voie. Et justement, Jennifer Elbaz, on parlait beaucoup là d'interopérabilité, d'ouverture des données. Ça suppose évidemment qu'on publie des données qui ne sont pas grevées de données personnelles, mais est-ce que ça n'écarte pas forcément le risque de réidentification? Alors, comment on concilie l'intérêt légitime du public, des EdTech et des chercheurs, notamment pour l'ouverture, et cette garantie à l'anonymat, à la vie privée, à l'ère du big data? Alors en effet, la question de l'ouverture des données pose la question de la maîtrise du risque de la réidentification. C'est vraiment le sujet de l'ouverture des données et du risque qu'on pourrait avoir chacun sur nos données personnelles. La garantie de l'intérêt public et la garantie de l'anonymat, parce qu'en fait, vous avez fait une périphrase, mais le fait de ne pas pouvoir identifier les personnes, ça s'appelle de l'anonymat. À l'heure du big data, c'est pas complètement simple. Ça nécessite déjà forcément deux choses. Un, c'est la formation de toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes sont à la fois les personnes qui vont collecter les informations, mais aussi celles qui fournissent les informations. Évidemment, derrière la question de l'ouverture, ça nécessite une compétence d'anonymiser réellement les données et l'application des principes légaux et réglementaires. Je voudrais mettre en avant une expérience qui a été menée par notre laboratoire de recherche, donc qui s'appelle le LINC, qui s'appelle, sur le site du LINC, vous pourrez trouver l'article de l'expérimentation, ça s'appelle Géo trouve tous. En fait, c'est un projet de réidentification par géolocalisation. Notre laboratoire de recherche a récupéré un échantillon auprès d'un data broker. Vous savez, ce sont des entreprises en fait, qui vendent des jeux de données qui sont censés être anonymisés. Donc le laboratoire a récupéré le jeu de données et il explique à travers l'article tous les travaux qui ont été menés pour voir si effectivement on est bien sur des jeux de données qui sont réellement anonymisés. Eh bien non, on n'est pas du tout. On peut réidentifier des personnes et notamment par la géolocalisation. Pourquoi ? Parce que la géolocalisation fournit très précisément les informations de où vous êtes à un instant T. Et assez classiquement, vous dormez toujours au même endroit, c'est-à-dire chez vous. Et la semaine, en général, vous allez faire votre sport de tel jour à telle heure et vous allez au travail à tel endroit. Donc, par votre domicile et par le lieu où vous travaillez, on peut savoir qui vous êtes. Alors là, on n'est pas sur des données d'éducation. Bien sûr, ça pose d'autres sujets quand c'est la question des données d'éducation, mais si je vous parle d'un enfant qui a des difficultés en CP, qui nous permettent de mettre en place des actions pour faire en sorte qu'ils puissent mieux lire et peut-être de mettre en place une politique publique en fait pour que les enfants apprennent à mieux lire, c'est très bien. Quand maintenant vous savez que cet enfant il est en CP de telle année, en 2025-2026 et qu'il est dans telle école, ben là on commence à pouvoir identifier l'enfant et c'est là que ça pose des questions. Donc respect de la loi, information de tous et respect de la loi. De toute façon, c'est une garantie en fait pour les personnes et c'est une garantie aussi pour ceux qui ouvrent les données, tout simplement. On évolue avec les technologies qui existent et qui sont utilisées et la direction numérique pour l'éducation d'une façon générale et le bureau de l'innovation et de recherche et de développement appliqué
donc DNE, TN2 qui travaillent sur les projets de P2IA ne manquera pas de revenir vers le link. Et puis nous, avec Muriel aussi, puisqu'on est en train de travailler sur justement la qualité de la donnée et des problèmes de réidentification. Du coup, on va passer à une question que vous avez pu voir, Muriel Poisson, au niveau international. L'ouverture des données ne suffit pas forcément l'utilisation par tous. Qu'est-ce que vous avez pu observer et quelle stratégie vous avez pu observer permettant l'utilisation des données par tous, justement? Alors, en termes d'accessibilité des données, on l'a déjà entendu par la première intervenante ici, il y a toutes les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de favoriser une meilleure accessibilité des données. Il y a quelques années, si on regardait les portails qui existaient de données, c'était souvent des données brutes, qui n'étaient pas forcément facilement accessibles, compréhensibles. Aujourd'hui, ces tableaux de bord sont beaucoup plus visuels, beaucoup plus facilement accessibles et compréhensibles par un grand public. On était à une réunion européenne tous les deux avec Philippe là, il y a 15 jours. On voit qu'au niveau européen, au Royaume-Uni, en France, en Lituanie, voilà, on utilise de plus en plus les nouvelles technologies pour rendre les données plus accessibles, en utilisant aussi l'intelligence artificielle, les chatbots pour communiquer, pour échanger, etc. Mais moi, je voulais partager avec vous deux exemples très différents, très éloignés de tout ça, très brièvement. L'un, c'est le Bangladesh et l'autre, c'est les Philippines. Parce que la question des données ouvertes, elle se pose aussi dans des contextes parfois très défavorisés, y compris des contextes d'analphabétisme. Et donc, par exemple, dans le cas du Bangladesh, il y a aussi des données qui sont publiées par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, il y a des organisations de la société civile qui se sont saisies de cette question pour aller vers les communautés les plus défavorisées et leur expliquer le sens des données en question. Et là, on ne parle pas forcément des données sur l'apprentissage et des résultats de l'apprentissage, mais on parle par exemple des données sur le nombre d'enseignants, sur le budget reçu par l'école, sur les manuels scolaires reçus par l'école. Et ces données, dans ces milieux-là, elles sont très importantes parce qu'il y a des phénomènes, par exemple, comme celui des enseignants fantômes. Voilà, vous avez normalement 18 enseignants dans l'école, mais dans la réalité, vous n'en avez que 16. Et quand vous partagez l'information avec la communauté éducative, avec les parents, que ce n'est pas 16 enseignants, mais 18, normalement, qu'il devrait y avoir dans l'école, c'est une information très précieuse pour la communauté. Même chose pour les manuels scolaires. Si la politique publique a été de donner un manuel par élève, si vous partagez cette information que, voilà, il doit y avoir 90 manuels qui sont parvenus à l'école, vous publiez cette information, vous donnez la possibilité aux communautés, aux citoyens de se saisir de cette information, voilà, pour demander des comptes aux autorités publiques. Et là, dans ce cas-là, eh bien, la société civile, elle joue le rôle d'intermédiaire pour mobiliser les communautés. Par exemple, dans le cas du Bangladesh, ils se sont beaucoup appuyés sur les cercles des mères d'élèves qui sont les plus mobilisés pour la scolarisation de leurs enfants, pour leur expliquer le sens de ces données, comment les interpréter et sur cette base-là, eh bien, comment engager un dialogue avec les autorités publiques. Ils ont fait une chose un peu similaire, par exemple, aux Philippines, où là aussi le ministère de l'Éducation publie ce qu'ils appellent les Transparency Boards, c'est-à-dire là aussi, alors c'est pas sous une forme numérique très sophistiquée, mais c'est des panneaux d'affichage avec des données clés sur les établissements scolaires. Et là aussi, la société civile joue le rôle d'intermédiaire pour aussi parfois collecter des données supplémentaires en discutant avec les communautés, en leur demandant quelles sont les dimensions qui sont les plus importantes pour vous et qui ne sont peut-être pas reflétées par le jeu de données qui sont partagées par le ministère de l'Éducation. Comment on peut vous aider à les collecter et là aussi former les communautés sur cette base dans le sens d'engager les citoyens et les acteurs de la communauté sur ces données pour opérer un certain nombre de changements dans le système. Ouais, je pense que pour aller plus loin, il faut absolument que vous rappeliez votre site où il y a les rapports qui sont publiés. C'est important parce que c'est une richesse incroyable et c'est aussi une source d'inspiration. Donc on a un site qui est sur les questions de transparence et de redevabilité, parce que c'est vrai que la transparence était notre point de départ, et donc on a un site qui s'appelle ethico.iep.unesco.org
Et le site de mon organisation, c'est iep.unesco.org. Et vous pouvez avoir effectivement accès à toutes les études de cas, l'Australie, les Philippines, le Bangladesh, l'Australie, un état des lieux sur l'Amérique latine, sur l'Afrique, si ça vous intéresse de voir ce qui se passe un peu en dehors de nos frontières. On arrive au 4e volet de cette conférence plénière sur les données d'éducation à l'éducation aux données. Justement, l'éducation aux données, c'est former, acculturer, responsabiliser. Vous avez, Jennifer Albas, évoqué tout ce que fait la CNIL en matière d'action, d'éducation, auprès des enseignants, auprès des élèves, avec le matériel que vous fournissez notamment, et des familles aussi. Comment ces initiatives participent-elles à une véritable, je dirais, littératie de la vie privée? Alors merci beaucoup pour cette question, parce que la littératie de la vie privée, on voit bien qu'à toutes les échelles en fait, de la société, on a encore un petit peu de travail devant nous. Je ne sais pas si c'est rassurant ou complètement effrayant, mais en tout cas, ce qui nous est souvent opposé comme argument, c'est mais j'ai rien à cacher. Quel que soit l'âge, que on ait des petits bouts de chou de 8 ans ou bien des papimis, tout le monde nous dit mais j'ai rien à cacher. D'accord ? Donc ça veut dire que si quelqu'un posait son menton sur votre épaule 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça ne changerait pas, ça ne modifierait aucune des actions que vous avez prévues dans la journée. Ah bah si, quand même... Non, je ne voudrais pas trop. Bah oui, parce qu'en fait, on est exactement sur la question de la privation de liberté. Et pour faire comprendre ça à des enfants, à des seniors ou bien à des adultes publics ordinaires, en effet, il faut adapter les messages et c'est ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on a une bibliothèque de ressources qui est adaptée aux personnes auxquelles on s'adresse, donc des enfants, des adolescents, des parents, des enseignants, des médiateurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que, comme je vous disais, une fois qu'on est informé, on fait des choix qui sont éclairés et ça change la vie de citoyens. Parce que aussi, nous sommes tous vulnérables et nous sommes tous potentiellement des cibles d'escroquerie. Et donc quand il nous arrive quelque chose en ligne, une mésaventure, plus on passe de temps en ligne, plus on a de risques d'être atteint par une forme d'escroquerie. Donc quand il nous arrive quelque chose, il faut développer des réflexes. Il y a des réflexes de protection en amont, bien sûr, mais si on n'a pas pu les mettre en œuvre, c'est important de savoir ce qu'on peut faire quand il nous arrive quelque chose. Nous, très humblement, en fait, là sur l'année 2025, les chiffres sont à consolider, mais a priori, on aura fait 250 interventions. On est 5 personnes à faire des interventions, donc partout, dans les classes, dans les centres sociaux, partout où sont les citoyens. Et on aura vu, a priori, mais c'est à confirmer, à peu près 20 000 personnes en présence ou à distance. Je pense que l'enjeu, il n'est pas seulement pour nous, CNIL, il est pour nous tous en tant que société. Qu'est-ce qu'on veut comme société ? On a certainement un enjeu de faire système. On a un enjeu qui se tient en 2 mots, je pense, c'est la confiance et la solidarité. Comment est-ce qu'ensemble, on fait en sorte d'être une société éclairée ? Est-ce qu'on a envie de ça ? Et je voudrais juste préciser que maintenir le flou, compliquer l'écriture, et donc la lecture des informations sur les droits, par exemple, ou sur la politique économique d'un modèle, par exemple, justement, maintenir le flou, maintenir un degré d'ignorance quelque part, c'est un modèle économique et politique. Donc qu'est-ce qu'on veut faire, nous, en tant que citoyens et en tant que société ? Oui, je pense que si, et on travaille beaucoup dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation, qui est menée par la DNE, mais pour l'ensemble du ministère, c'est de rappeler que il n'y a pas de fatalité, on est maître de la donnée et on fait en sorte aussi, dans le cadre de la littératie de la donnée, de la culture de la donnée, de faire comprendre aux élèves qui sont maîtres de la donnée. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de messages qui laissent penser qu'il y a une fatalité, celle de ne pas pouvoir maîtriser sa propre donnée. Et ça aussi, ça participe de maintenir les élèves et les futurs citoyens dans cette situation, je dirais, de passivité. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on constate et nous, on va travailler pour que ça ne se fasse pas comme ça. Alors justement, l'UNESCO promeut l'alphabétisation aux données. C'est quoi les innovations que vous avez pu constater sur le sujet au niveau européen et mondial ? Donc nous, on a fait un rapport là, très récemment avec le Conseil de l'Europe qui vient d'être publié, qui est disponible en ligne.
et où on a passé en revue 48 pays européens, puisque le Conseil de l'Europe, comme vous savez, voilà, c'est plus large que l'Union européenne, donc c'est 48 pays qui en font partie. Et donc, pays par pays, on a regardé où est-ce qu'ils en sont en termes de données ouvertes sur les écoles. Donc, on a regardé ça de plusieurs points de vue, mais notamment aussi essayer de voir quels sont les pays qui font vraiment des formations et qui essayent de promouvoir effectivement l'alphabétisation aux données dans ce cadre. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'exemples encore. Et donc, ce n'est pas pour faire plaisir à mes collègues français, mais je pense que l'initiative de l'AMDAC et de ce que fait le ministère français de l'Éducation nationale en ce moment, qui est d'essayer de promouvoir l'alphabétisation aux données, et notamment par le programme des données éducatives à l'éducation aux données, voilà, d'essayer en fonction de différents publics de former à la compréhension, l'interprétation et l'utilisation des données est assez unique au niveau européen. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant à promouvoir, à développer. Il y a d'autres pays, comme l'Italie, qui ont commencé aussi à avancer sur le sujet. Dans le cas de l'Allemagne, ils ont intégré cette question de la littératie plus au niveau de la formation des élèves. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir, effectivement, aux différents publics qui sont concernés, différents types de formation, des fois plus de l'ordre de la sensibilisation, de l'information, d'autres véritablement de formation. Et en prenant en compte pas simplement le public scolaire, mais aussi les administrateurs aux différents niveaux du système éducatif, parce que tout ça, ça les pousse, eux, à utiliser aussi davantage et d'une autre manière les données à partir du moment où elles sont partagées avec un public plus large. Et donc, ça veut dire aussi, au niveau décentralisé, au niveau des chefs d'établissement, au niveau des équipes pédagogiques, d'avoir des programmes de formation adaptés. Merci, c'est très... Et merci pour ce petit hommage au travail qui est réalisé par l'ensemble des directions du réseau, des référents données algorithmes et code source et des régions académiques et des opérateurs qui travaillent pour justement réaliser ce travail dans le cadre de data.education.fr, mais aussi des universités, de ce que je comprends, aussi à la fois les autorités régionales, les universités, et ça, je pense, c'est un modèle très, très particulier, hein, très unique encore. Merci. Et alors, Gwen, comment passer d'une pédagogie par la donnée, via les tableaux de bord que vous avez cités, et à une pédagogie de la donnée? Vaste programme. Comment faire en sorte effectivement que l'élève qui produit de la donnée soit aussi lui-même acteur, qui comprenne, interprète et critique la donnée. Nous, très modestement, chez Cabri Mascotte, on a pour objectif de proposer des services qui viennent outiller l'enseignant et accompagner l'enseignant dans ce type d'enseignement et d'accompagnement des élèves. Peut-être juste deux exemples sur comment c'est possible. D'une part, en fournissant des outils directement aux élèves. On parlait des tableaux de bord qui sont mis à disposition des enseignants, mais on peut aussi, on met en place aussi des systèmes d'indicateurs pour l'élève, pour se rendre compte où il en est, se positionner par rapport aux compétences qu'il acquiert au fur et à mesure de l'année, etc. Et ça peut, d'une part, ça peut être un facteur de motivation pour lui, mais d'autre part, ça peut aussi être de bons indicateurs et une bonne façon aussi pour lui de comprendre que même quand il utilise des services numériques pédagogiques, il a des indicateurs de suivi qui lui permettent de se positionner. Et le deuxième exemple, c'est qu'on est éditeur de ressources numériques, de ressources interactives, et on produit des séances pédagogiques avec des enseignants, notamment des enseignants auteurs, pour permettre d'aborder ces thèmes-là avec les élèves dans les différents programmes scolaires, en technologie au collège, en sciences numériques au lycée, pour accompagner au mieux les élèves, pour permettre aux enseignants de pouvoir former l'esprit critique des élèves. Mais c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple et on sait que c'est déjà difficile de le comprendre, d'une manière générale à tout âge. Donc c'est très intéressant et c'est un beau défi. Et ça, c'est la chance du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas la même temporalité que vous. Nous, on a un peu plus de temps. Par contre, on a une urgence, c'est d'éduquer les élèves, les futurs citoyens, à ces enjeux-là. Et c'est maintenant, et c'est même hier. Donc, ce n'est pas demain. Il faut le faire tout de suite.
Muriel Lavel-Cassano, justement, on a parlé de la stratégie, de plein de choses. On va aller au concret. Comment ça s'articule, les actions nationales, académiques, partenariales avec tout le monde? Bon, je vais aller très vite. On a énormément d'actions au niveau national, académique, mais j'aimerais en citer deux en particulier. Une action que nous menons avec l'opérateur PIX, qui est un opérateur de certification des compétences numériques, notamment grâce à une offre de parcours de formation, d'acculturation aux données envers les personnels non enseignants, mais également dans toute l'utilisation que PIX fera des données de data éducation pour acculturer les élèves dans le cadre de la certification des élèves en 6e, en 3e, en terminale. Ça, c'est pour notre action avec l'opérateur PIX. En ce qui concerne, j'aimerais aussi faire un tout petit éclairage sur des actions Wikidata Challenge en classe qui, avec le partenaire Wikidata qui gère toute la base de données de Wikipédia, le commun numérique que tout le monde connaît, qui est utilisé notamment par les élèves. On a un certain nombre de Wikidata Challenge en classe qui fait que nous réunissons des enseignants et des élèves très régulièrement pour créer de la donnée avec ce partenaire Wikidata. Ils deviennent acteurs de la donnée, ils ne subissent pas, ils ne sont pas que consommateurs des services, mais ils sont acteurs des services, ou en tout cas, ils deviennent des élèves et futurs citoyens éclairés par rapport à ça. Je voudrais vous remercier évidemment ceux qui ont pu résister au froid, parce qu'il fait un peu froid. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir aussi à écouter. On va passer à la série de questions. Je crois qu'on nous a donné 2 minutes supplémentaires. Donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Alors parfait, pendant ce temps, je vais reprendre la parole. Ah oui, bien sûr. On parle de futurs citoyens. Je voudrais dire que les mineurs sont aussi des citoyens déjà tout de suite. Et donc prenons en compte leurs paroles, prenons en compte leurs usages pour adapter évidemment ce qu'on fait pour eux. Totalement. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va vous libérer, on va vous remercier d'être présents. Et moi, je vais remercier Gwen Cognard, Jennifer Albas, Muriel Poisson et Muriel Lavel-Cassano pour vos interventions. Et je vous remercie énormément. Merci Philippe Agelos. Merci. Merci à tous.